きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ Bon, bah, je crois que c'est mon tour de vous embêter un petit peu. Je vais essayer d'aller vite quand même pour pas monopoliser la parole. Bonne soirée à Cam. Alors moi, je vais parler de Masami Kurumoda. Est-ce que je peux faire un petit truc, voilà, comme ça. Donc, vous êtes tous au courant qu'il y a eu la finale édition de Saint Seiya qui est sortie. Donc, on peut se poser pas mal de questions sur son intérêt, surtout lorsqu'on possède déjà la Perfect Edition sortie plus tôt. Donc, tout le monde sait que cette Perfect Edition a des pages couleurs, un grand format, papier glacé, alors que celle-ci est en total noir et blanc avec du papier 100% canard. On en reparlera d'ailleurs. Alors, il faut savoir, je vous parlerai aussi également après, vite fait, de Kojiro, mais on va vraiment rester d'abord sur Saint Seiya. Qui l'a déjà lu? Moi, je sais que deux d'entre vous l'ont lu. Non. Acheté encore. Pour moi, il sortait au mois de novembre, donc j'allais l'acheter au mois de novembre. Ah non, tu parles de la nouvelle édition, tu veux dire? Non, la licence. Je sais que t'as fait un marathon, je crois, sur toute la série. C'est ça. Et je l'ai suivi. Il manque le dernier épisode. Il manque donc les 4 derniers épisodes. Elle le fout. Pour moi, l'animé est trop culte pour que mon œil se soit accepté de lire la version manga. Je comprends. Mais c'est pertinent ce que tu dis. Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on lit Saint Seiya, c'est qu'on est constamment en train de comparer avec le récit de la version animée, quoi qu'il arrive. Ça fait partie d'un mimique qu'on a quand on lit Saint Seiya aujourd'hui, surtout, je veux dire français, parce qu'on est français. Et ce qui ressortira toujours en plus de la comparaison, c'est que on entendra la musique. Donc c'est devenu un double produit presque la lecture de Saint Seiya. Et c'est pas un mal en vérité. Justement parce qu'il y a des différences aussi avec l'animé. Je me permets, mais il y a certains, que ce soit Cobra, Senseiya ou même Sailor Moon, pour les gens de notre génération, en vérité, c'est un animé avant d'être un manga. Bien, pas bien, c'est autre chose. Mais c'est ce qui... Tu vois, on a tellement consommé ça, gamin, que... Oui, puis on sent aussi que c'est un produit différent. On sent que c'est un produit qui a évolué et qui se sont inspirés l'un et l'autre. On sent que Kurumada... Alors, il faut savoir que Saint Seiya, c'est sorti en prépublication et c'est écrit au jour le jour quasiment. Il avait des bonnes idées, que ce soit pour les armures, les machins. Et on le reverra par rapport à Kojiro. Il va renouveler certaines de ses idées dans son travail, dans sa recherche du succès. Parce que clairement, c'est ça qu'il y a dans son manga. Il va utiliser donc, souvent des personnages, des character design qu'il affectionne particulièrement. Et des trucs qu'il abandonne en cours de route, ça c'est évident. Donc le manga se déroule, enfin comment dire. Excuse-moi Badass, je me permets de te couper. Est-ce que tu peux revenir au truc précédent parce que Mangas, malheureusement, il se retrouve dans le canard. Moi je suis un canard. Ah mais je me suis mis sur le côté comme ça on peut me voir. Ah bah t'aurais pas dû t'aurais dû juste bien te mettre comme il fallait, tu vois. Mangas, il se retrouve dans le canard. C'est pas grave, hein. J'avais pas vu. Non mais c'est pas grave, hein, je me suis mis sur le côté comme ça on peut me voir. Là on voit tes trucs porno, voilà, et là on nous revoit nous. Après c'est pas grave, hein. Très bien. Non mais j'ai vu que tu t'es décalé et que lui il a pas vu, je peux permettre. En fait je suis debout depuis tout à l'heure donc je peux me déplacer comme je veux donc je pouvais. J'aurais été assis, ça aurait été plus chiant, j'aurais été comme ça pour 1 heure. Donc c'est ce que je disais, on sent qu'il y a un petit va-et-vient entre les deux médiums, entre celui du manga et de l'animé. Il y a un exemple, par exemple, assez frappant, c'est lorsque Seiya met pour la première fois son armure, il la met comme un chevalier normal qui endosse son armure. Alors que dans l'animé, on sent qu'il y a une inspiration Magical Girl où tout se met tout seul comme par magie, ce qui correspond en fait tout à fait au mythe qu'il y a de l'armure dans le manga en vérité. C'est une bonne idée qu'il a eue mais qu'il n'a pas exploité, qu'il a exploité par la suite dans le manga. Donc, il l'a aidé à faire l'animé. T'as Yoga aussi qui commence à prendre des pauses quand il attaque. Ça arrive plus tard dans le manga et clairement, ça a été inspiré de l'animé, quoi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, effectivement. Lors du Galaxian War, donc on parle du premier tournoi qu'il y a dans le manga. Que ce soit dans le manga ou dans l'animé, on voit que moi c'est un truc qui me perturbe à chaque fois. C'est ce qui me perturbe dans ma lecture du manga. À chaque fois, les armures qui se brisent en 1000 morceaux. Et dans notre imaginaire, on se dit toujours que dans l'urne, les armures vont se régénérer. Mais c'est toujours
il a pris des décisions de démolir des armures comme on verra pas souvent dans le manga de cette manière-là, où on voit Seiya qui bousille les avant-bras de l'ours et qui réduit en miettes son armure, comme on voit le chevalier du serpent qui perce l'armure du yoga. Tu dis, putain, elles sont toutes neuves, les armures, elles sont déjà trouées, brisées. Tu dis, il y a un truc, tu dis, dans ton imaginaire d'enfant, et même d'aujourd'hui, t'as les mêmes cheminements que quand t'es enfant, et tu dis, bon, dans son urne, elle va se régénérer, jusqu'à ce qu'après, t'arrives au chapitre où Shiryu doit, revitaliser les armures de Pégase et du dragon. Donc, tu vois, on voit qu'il y a pas mal de trucs qui sont, ils cherchent des trucs, ils se contredisent, il y a beaucoup d'incohérences, surtout au début. Et moi, je voudrais revenir un petit peu, donc, principalement sur, je vais pas le jeter tout de suite parce qu'il y a des trucs à montrer, principalement sur cette finale édition. Alors, beaucoup vont se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? J'y viens. Il y a un épilogue dedans, donc il y a 3 chapitres. Le premier s'appelle Indication. Alors, le premier truc qui frappe, c'est le trait. Le trait de l'auteur. Il a souvent été critiqué à juste titre ou pas. Moi, j'ai toujours aimé son style, j'ai envie de dire vintage maintenant. Le problème, c'est que là, on revient vraiment sur le style de Kurumada dans Next Dimension, donc son dernier titre qui est fait. Et on peut prendre en exemple cette double page où on voit les chevaliers et on les voit aussi donc quand Athéna est plus jeune et bébé. Donc ils te font des. Attends, je vais juste pour montrer un peu mieux l'image. Ça, c'est le chapitre spécial. Le chapitre ouais. Ils vont vous montrer, par exemple, un Mou beaucoup plus bambin, quoi, beaucoup plus peu jeune. Et ça, c'est assez traumatisant quand on essaie de replacer les personnages plus jeunes. C'est pas l'image qu'ils ont au début, parce qu'il y a un flashback dans Senseiya qui arrive plus tard dans le manga. On nous explique qu'à l'époque où Aiolos a quitté le sanctuaire, ils avaient 12, 13, 15 ans et on les voit vraiment, c'est des bambins en fait, les chevaliers d'or. C'est ça. Là, t'es en plein dedans. En fait, dans le manga, ils ont 13 ans. Et les chevaliers d'or ont 16 ans. Ou 15 et 16. Ouais, je sont vraiment plus parce que quand Athéna a 0 ans, quoi, même pas 1 an, ils sont déjà chevaliers. Il y a déjà la nouvelle formation. Alors tous ne sont pas encore perfectionnés au maximum, mais là, on va dire que s'ils ont 16 ans, ils les ont déjà. Donc ils ont 16 ans de plus. Je crois qu'il y en a que quelques-uns qui ont 18 ans, mais en gros, ça dépasse pas 18, quoi. Alors dans cette génération de chevaliers d'or, ils peuvent, quand il y aura Seiya, qui aura lui-même 13 ans, on va dire, et ils pourront pas avoir moins de 20 ans. Je vais chercher mon livre, je vais te dire. Je sais que ça m'avait choqué, moi, quand j'avais lu à la fin de l'incohérence de Kurumada. En fait, ils donnent les âges, et tu fais, attends, Seiya, il a 13 ans? Genre, les chevaliers d'or, ils ont 20 ans, tu fais, quoi? Mais pour moi, c'est des darons de 40 balles. Hein, non, mais dans le manga, ça se voit leur âge. C'est dans le dessin animé qu'ils les vieillissent beaucoup plus. Oui, dans le dessin animé, ils les vieillissent. Ouais. Donc, un Seiya a 13 ans, un Signe a 14 ans. Il a le même âge que Saori. Et Saori, oui, je crois qu'elle a même eu. Et voilà, par contre, Mu a 20 ans. Non, ils ont 20 ans, pardon. Gémeaux a 28 ans, Cancer 23 ans. Parce que 20 ans. Ils ont 20 ans, pardon. Les Sagittaires et les Gémeaux, ils étaient un peu les vieux. Ouais. Logiquement, les plus vieux, ce sont les chevaliers d'or qui sont restés dans le sanctuaire lorsque Aiolos est parti avec Athéna. Vu que tous les autres, ils sont allés refaire perfectionner leur entraînement. Donc, il restait Aphrodite, Deathmask et Shura. C'est les 3 plus vieux. Et le vieux maître de Shiryu à 35 ans. Et Saga. Ouais, c'est ça. Shura, 25 ans. Alors, je crois qu'en théorie, Doko a 18 ans et 289 jours. Doko, c'est comme Chion, ça compte pas. Il a 35 ans, c'est ça. Ouais. Et Athéna a 13 ans. Donc voilà, le style numérisé est moins choquant avec la couleur de Next Dimension. Et là, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Alors là, il y a un truc qui me vient en évidence à la lecture de ça. C'est que je comprends en fait pourquoi c'est en tout de suite là. Avec le style numérique, je comprends pourquoi en fait on parle de cohérence. Kurumada parlait de cohérence. En fait, c'est pas de mettre de la couleur de cette édition à celle-ci. C'est que s'il a fait ça en couleur, parce que je pense que c'est des pages couleurs quand on voit le grain, là je comprends en fait le problème de cohérence dont il parle en fait. Il parle de l'aspect numérique à l'aspect qu'il avait dans celui-ci. Et c'est vrai que c'est dérangeant. Alors que si tu mets tout en noir et blanc, tu le vois moins. Et c'est vrai que je comprends mieux maintenant. C'était difficile à comprendre, et je comprends mieux maintenant le choix du noir et blanc parce qu'il a intégré ce qu'il a fait aujourd'hui en numérique. Je sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire.
Est-ce que le noir et blanc aussi, c'est pas parce que les planches colorées, c'est pas les planches originales. Donc du coup, le fait qu'il ait retravaillé des planches, il aurait fallu qu'il les recolorise après et qu'il n'avait pas envie de les recoloriser. Non, je pense sincèrement, je pense pas que ce soit ça. À un moment, je me suis dit, même si c'était pas une question de droit, il devait payer quelqu'un pour l'ancrage, mais vu qu'elle existe en Perfect Edition, ça tient pas. Non, le Oui, truc, je pense, c'est vraiment. Il les a redessinés. Il y en a beaucoup qui l'a redessiné, donc il n'a pas gardé. Il n'aurait pas pu garder la couleur de toutes les planches qu'il a retouchées. Il aurait fallu qu'il les recolorise derrière. Peut-être. Moi, ce que j'ai entendu, c'était que Kurumada voulait quelque chose d'homogène dans tout ce truc. C'est pour ça qu'il a mis du noir et blanc. Moi, quand je vois son travail en numérique et ce qu'il a fait dans Next Dimension, donc qui est en couleur, et quand je vois ce qu'il a fait en couleur dans la Perfect Edition, il n'y a aucune cohérence et je comprends pourquoi il veut tout mettre en aplat noir et blanc. Okay. Ça me paraît logique et il y a une vraie homogénéité en fait dans le titre et on comprend mieux. C'est moment que tu parles de cohérence parce que je sais pas si tu as vu passer l'histoire là par rapport à la traduction. C'était la nouvelle édition. On va y venir. Oui. Parce que là, je voudrais plutôt parler un peu de l'histoire, parce que là, vous avez compris, tout est dans la nuance. Mais il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre c'est à quoi ça sert en vérité, parce qu'en fait, là, on nous montre dans ce premier chapitre sur les 3, on nous montre comment en fait Saga tue le grand Pop. Où est l'intrigue maintenant? Tu as une intrigue qui est révélée dès le début en introduction. Et en plus, on te met pas un truc du genre avec plein de détails. Genre, quel est le poignard que tu utilises pour tuer le grand Pop? Qui était le grand Pop? Comment il s'est défendu? Non. Est-ce qu'il a utilisé le fait d'être discret pour pouvoir le tuer en traite parce que c'est sa double personnalité qui a caché son acte malveillant? Il y a rien. C'est très expéditif et c'est dommage parce que justement, c'est à ça que ça devrait apporter. Si tu casses une intrigue que tu découvres en cours du manga lors de l'ascension du sanctuaire, si tu la tues donc à qui est destiné ça? Pas à un nouveau lecteur, vu que tu pètes une intrigue en fait. Là-dessus, je suis un peu déboussolé vis-à-vis de ça. Mais ça y était pas avant? Non, parce que tu commences directement avec Seiya, l'entraînement de Seiya en fait. Déjà, de toute façon, savoir qui a tué le grand Pop, je crois que c'est au tout début de l'arc du sanctuaire. On nous dit juste le grand Pop, il est mort. Mais qui c'est qui est à la place du grand Pop? On sait pas. Tu sais pas avant qu'il rentre dans la je crois que c'est encore un peu un doute. C'est vraiment c'est un peu flou, Saga, où il dit en fait je suis le chevalier des Gémeaux depuis le début. C'est moi qui ai tué Chion du Bélier. Non mais t'as pas d'indice avant que les chevaliers rentrent dans la maison du Gémeaux. C'est le seul indice qu'on a. Et encore, on dit juste le chevalier des Gémeaux a disparu depuis longtemps. On peut croire qu'il l'a tué. Mais dans l'animé. Alors moi je me base que sur l'animé. Dans l'animé, je crois qu'au départ, on voit que le grand Pop a l'air gentil quand Seiya va en Grèce, au départ pour avoir l'armure, si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais. Et on comprend après très rapidement, il dit très rapidement, le grand Pop a changé brusquement. Ouais. S'il savait pas trop, en fait, dans l'animé, il savait pas trop, il dit juste, ouais, il est parti en vacances, c'est son frère Arès qui a pris sa place, et lui, il est méchant. Il va un délire comme ça avec son frère maléfique. À l'époque, il savait pas trop. Il y a les différences entre l'animé sur l'origine du grand Pop, ça oui. Mais en fait, au tout début, quand tu prends le premier chapitre de Seiya, il y a Aiolos, il y a le grand Pop et tout ça, mais c'est juste que Kurumada, à ce moment-là, ne savait pas quoi faire de ces personnages. Il a juste mis en place un univers et il avait même pas idée de les utiliser. C'est après qu'il les a exploités. Et l'animé, il a démarré très vite. Quand on prend les 2 Otomo sur spécial Chevalier du Zodiaque, il explique très bien dedans. L'animé a démarré très vite. Et donc, du coup, plein d'éléments que Kurumada n'avait pas encore exploités, l'animé le découvrait un peu aussi au fur et à mesure. D'où les nombreux fillers et arcs spécifiques de l'animé pour pouvoir prendre de l'avance. L'animé Sensei est très spécifique par rapport à ça parce que c'est un des rares animés qui avait créé une histoire complète en attendant. Tu vois, c'est pas des petits épisodes pour compléter quoi. Asgard est né de ça. Et on le voit. Et du coup, Aiolos revient plus tard, mais en fait au début, il savait même pas qu'il allait utiliser ce personnage. Mais tout comme l'armure de Sagittaire, on voit beaucoup dans le filler entre la fausse, la vraie, on sait plus. Oui, parce que quand on entend parler. C'est quand déjà l'armure change en cours de route, mais en plus l'armure Sagittaire au début tu as l'impression que c'est la seule et unique armure et finalement après il dit ah oui mais non en fait il y en a plein d'autres, enfin tu vois il développe au fur et à mesure parce qu'il écrit au fil de l'eau. Non, dans l'armure dans le manga il précise qu'il y en a d'autres mais on connaît que celle du Sagittaire, mais on voit l'horoscope bien de toute la chevalerie, on le devine.
Deuxième chapitre, Battle. Alors Battle, c'est tout simplement Aiolos qui se casse avec Athéna, qui essaie de la sauver de l'assassinat du grand Pop. Et donc tu retrouves Aphrodite, Shura. Donc il y a déjà eu un combat avec Shura, donc tu as Aphrodite et tu as Deathmask. Deathmask qui est encore tourné au ridicule depuis Next Dimension, je sais pas ce qu'il a contre le cancer. À chaque fois, il le tourne en ridicule. Et là, ça loupe pas. En fait, dès qu'il a plus son casque, il est ridicule. C'est un truc, c'est hallucinant. Et donc, en fait, tout l'affrontement se déroule. Tu vois des techniques de Aiolos que tu connaissais pas. Donc, une flèche dans l'ombre qui fait immobiliser le chevalier en face de toi. Donc, ça permet de s'enfuir. Jusqu'au message que les chevaliers découvriront dans la maison du Sagittaire. Donc, voilà le deuxième chapitre. Dommage aussi, c'est dommage aussi parce que ce texte-là, quand il arrive, il est cool, tu vois. Là, tu fais juste le message du tome 1, quoi. Il y a pas assez de profondeur. Il utilise le bidule, mais sans y mettre de la profondeur, et c'est vraiment très dommage. Et puis on arrive sur le troisième et dernier chapitre inédit, donc My Dear. Et là, la cabale continue. Deathmask, comment il s'appelle, se fait contrer de la même manière par le bébé Athéna. Donc tous connaissent que c'est Saori Athéna, la vraie Athéna. Et ce qui est étonnant, c'est que Shura portera le coup final, le coup fatal, lorsqu'ils seront pris au piège, lorsque Aiolos et Athéna seront pris au piège sur un pont suspendu. Il coupera le truc, ils les feront tomber dans le vide, et il versera sa petite lame en disant c'est pas grave, de toute façon. Alors tu penses que la lame c'est pour Aiolos qui était son ami, et puis tu te dis quand même Shura était quand même connu pour être un fervent serviteur de Athéna. Et puis t'as un dialogue que je comprends pas du tout, c'est qu'il dit c'est pas grave, si c'était Athéna, de toute façon, si elle est née, c'est qu'elle renaîtra. Alors mec, tu sors d'où là? Si Athéna revient, c'est qu'il va y avoir un danger sur Terre, c'est la déesse de la guerre, elle est là pour protéger, c'est ça le principe. Et alors, donc si tu la tues, tu repousses à 13 ans la défense de la Terre. J'ai rien compris à ce schéma-là. J'ai pas compris le positionnement de Shura et pourquoi, par exemple, il aurait pas pu, si c'est pour rajouter quelque chose, pourquoi il aurait pu pas montrer une manipulation du grand Pop, enfin, de Saga, avec une de ses attaques ou juste une manipulation normale pour montrer qu'il a été trahi. Non, prends pas la tête de Komada, c'est. Et tu sais que, alors là, j'ai posé une question, peut-être que je mélange avec l'animé, ce qui est peut-être une création de l'animé, mais j'ai souvenir qu'en plus, Shura, le fait qu'il ait Excalibur, c'est que c'était le plus grand fervent d'Athéna. Oui, mais c'est ça. Le plus grand fervent d'Athéna, il en a rien à foutre qu'Athéna soit encore en vie. Il l'a tué. Il l'a quasiment tué. Sachant que c'est elle. Alors que dans le dessin animé, je me rappelle dans l'animé, il y avait un doute, non, c'est pas elle, tu mens, nanana, voilà. Dans l'animé, là, ça s'est pas pris la tête. Il l'a tué, elle renaîtra dans 13 ans, c'est pas grave. Dans l'animé, je crois qu'il dit, je l'ai épargné, c'était un enfant innocent, et on lui dit, t'es sûr que tu l'as épargné parce qu'elle était innocent ou pas parce que t'as senti l'aura d'Athéna? Et il fait, peut-être raison en fait, mon gars. Et là, il commence à se remettre en doute par rapport à toute sa vie de. Alors pour moi, ces 3 chapitres apportent autant, si pas moins, que ce qu'apportait Akira Toriyama dans le Patriote, là, Jaco, où il refait l'histoire un peu des parents de Goku, histoire de coller un petit peu avec ce qui s'est fait dans les OAV. Ouais, mais la différence, c'est que ça, c'est des petits spin-offs à côté. Là, c'est qu'il a intégré dans l'histoire, mais surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'il a intégré dès le début. C'est-à-dire que je comprends que ces chapitres, il a envie de dessiner des petits compléments de trucs, et là, il a dessiné en 2018, 2019, 2020, là, vers là, parce qu'il sortait sûrement sa nouvelle édition, il voulait peut-être mettre une petite carotte supplémentaire, des petits bonus pour que des gens rachètent. Bon, à la limite, bon, pourquoi pas. Mais ce que je suis surpris, c'est qu'il n'est pas diffusé au fur et à mesure des livres. C'est-à-dire se dire, puisque cet instant clé est passé, je vais mettre l'origine ici, tu vois, en bonus de fin de volume, tu vois, ou intercalé entre 2 chapitres. Finalement, pour un nouveau lecteur, c'est ça le problème. Un ancien, il va lire ses histoires, mais même un ancien, il va dire, je vais prendre que le premier, j'ai toutes mes histoires inédites, je le mets à côté de ma collection et je m'arrête là, puisque le reste, sauf si je veux avoir la nouvelle édition retouchée, j'ai pas plus. Mais d'arriver de le mettre dès le début, effectivement, tu as un nouveau lecteur, tu vas dire ok, mais j'ai besoin, enfin l'univers n'a pas commencé que déjà tu expliques tous les trucs du passé. Et je pense qu'il y a un problème de temporalité, quoi. Tu penses que ça s'adresse à des nouveaux lecteurs? Mais en fait, c'est que Senseiya, si tu regardes bien, Kurumada, il vend sa licence en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des reboots, en permanence, il y a des nouvelles versions, en permanence, ils refont le sanctuaire pour attirer un nouveau public, j'ai l'impression. Ouais. Et
Alors, je me pose la question en France. Non, mais toi. Oui, mais lui, Kurumada, il n'a pas fait ça en pensant en France. Il a fait ça en pensant à l'international. Donc, du coup, au moins au Japon, puis international. Donc, du coup, tu as des films live Chevalier du Zodiac, t'avais des séries télé qui ont été très critiquées et compagnie, plus tous les spin-offs en tout ça. Donc, tu as l'impression qu'il veut vraiment ramener du monde dans son univers. Et donc, la logique serait que si tu fais des nouveaux chapitres, c'est aussi c'est pour continuer à alimenter ton univers. Mais si tu le mets dès le début, finalement, tu t'adresses qu'aux anciens lecteurs. C'est ça. Et pas les nouveaux. Petite question. Vous me dites si vous me suivez là-dessus ou pas. Hein. Techniquement, le monsieur, aujourd'hui, il a 70 ans. Il y a à peu près 35-40 ans entre le moment où il le fait à l'origine et le moment où il fait ça. Il veut pas que ce soit une grande version. Est-ce que c'est pas tout simplement aussi un truc fait pour vendre et il annoncera dans quelques années qu'il finalement il accepte de faire une grande version pour revendre encore plus de bouquins? Non, je pense qu'il s'est mal pris maladroitement, moi. Attends, il y a un sourire de mon collègue là de ce côté-là. Je pense qu'il a voulu faire plaisir à tout le monde et je pense qu'il s'est pas pris là où un peu comme Next Dimension. Moi, je trouve que moi j'aime beaucoup Next Dimension, mais c'est très critiquable. Mais il donne pas ce qu'on veut. Plaisir à tout le monde sans faire de grand format. Ça, c'est s'en fout. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est le truc d'édition. Je crois qu'il avait dit que comme il y avait déjà l'édition perfecte, c'était pas nécessaire, etc. Tu fais. Pense là pour une star édition, si tu veux, quoi. Ouais, mais quand tu vas ça dans 5 ans, t'en sors une grande, ça se vendra la grande. Alors, tu sors directement la grande. La grande reste au catalogue. Donc les gens auront le choix entre les deux. Donc, mais je te parle pas du truc français, je te parle de l'auteur pour le Japon. Mais le Japon, c'est sûrement possible qu'il y ait plusieurs éditions en même temps. Hein. Et puis reste au catalogue parce que. Oui, t'as des éditions qui sont exprès pour les. Moi, ça me choque pas qu'on revienne sur des petits formats pour revenir après sur des grands, parce que du coup, ça tourne comme ça. Et t'es pas obligé de toujours aller dans la surenchère de format, en fait. Enfin, t'es pas. Ouais. Enfin, oui et non, parce qu'une fois que t'as une perfect, c'est quoi l'intérêt d'avoir un format comme ça? Oui, mais elle est pas pour toi. Elle est pour un nouveau public. Non, mais la perfect est très bien pour un nouveau public. Alors, non, c'est pas. Non, en fait, elle est très bien, peut-être juste pour les libraires qui peuvent mettre en avant des nouveautés. Donc le nouveau public a le droit d'avoir une version moins bien, quoi. Alors, c'est pas forcément une version moins bien. Je vais en venir. Si, elle est moins bien. Non, pas forcément. On va jouer un petit peu au jeu. On va jouer un petit peu au jeu des différences. On va prendre la perfect et la finale édition. J'ai pris hop là, juste une page exprès, une ou deux pages, vous verrez. Vas-y, je me mets sur le côté. T'inquiète pas, je me mets sur le côté. Et là, donc, hop là. Donc là, tu vois, sur cette double page, voilà mon Cosmos, bidule chouette, et on voit une attaque de météore. Et tout ce qu'on voit ici, là, c'est un Pégase. Il n'y est pas dans la perfect édition. Il en parle, ça en parle, mais on le voit pas. Alors, tu as la page couleur, en rouge, mais tu as un vide derrière. T'as pas de Pégase. Et pourtant, elle l'exprime qu'elle voit un Pégase. Mais là, on ne le voit pas, le Pégase. Donc, il y a quand même des attentions qui sont apportées sur cette finale édition qui apportent quelque chose. Tu peux remontrer le Pégase? Ouais. Comme ça. Oui, qui fait que les fans se sentent obligés d'acheter cette version parce qu'elle apporte quelque chose. Que... pas obligé. Il y a quand même quelque chose d'agréable de lire dans un petit format. Oui. Sauf que là, c'est pas une histoire d'édition, c'est une histoire de retouche de l'auteur. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ça va avec une nouvelle édition. Mais l'édition, elle est moins bien quand même. Non, elle est différente. Attends, on va voir pour Après, c'est un choix. Elle peut être moins bien pour toi, et à juste titre, comme elle peut être meilleure pour d'autres. Ouais, typiquement, l'édition de luxe, je la trouve pas terrible parce qu'il y a du papier glacé et je suis pas fan de papier glacé. Par exemple, mais ça, je suis d'accord, c'est lié à l'édition. Par contre, je vais te montrer un truc, par exemple, sur. Là, c'est plus la même édition, c'est même plus la même histoire. À partir du moment où il change ses dessins, c'est plus pareil. Alors, non, il retouche. C'est pareil, mais c'est comme un jeu vidéo. C'est la même chose. Regarde, c'est un remaster. Ouais, mais c'est plus pareil. Elle est lisible en noir et blanc. Regarde ce que je vais te montrer là en couleur. Eh oui, mais tu compares des. Attends. Il y a 40 ans d'écart. Non, pareil. Là, c'est la même page. Genre, attends, ouais. Regarde l'écriture où elle est placée. Ouais, mais c'est un trait d'éditeur. C'est ce que je vous dis. Mais après, l'éditeur, il fait un choix avec l'auteur, normalement. Là, t'as et là, t'as l'écriture, et là, t'as l'écriture. Quelque part, c'est appréciable de voir la couleur, quelque part, c'est appréciable de voir le dessin. Oui.
vois ce que je veux dire? Là, tu peux pas vraiment voir. Là, t'as un tu gros paf dans ton bidule. Après, j'ai envie de dire, là, c'est plus subtil. Pour le coup, il arrive plus à lire les caractères sur l'édition perfecte que sur la nouvelle édition. Attends, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Non, c'est intéressant chez la capsule, là. C'est intéressant chez la capsule. Ce sera plus subtil là, et ce sera plus subtil là, ça dépendra. Ouais, mais ça, moi, je vous montre la première. C'est la première édition, et c'est que c'est à l'époque où Kana savait pas vraiment comment cleaner les pages, il mettait des gros carrés pour mettre le texte. Ça fait bien. Je trouve que c'est plus propre, parce qu'au moins tu peux profiter du dessin. Et en ce qui concerne la traduction, alors il y a plein de petites différences, comme tu peux voir dans les Nicky Larson, City Hunter, tout ça, mais il y a des trucs des fois qui sont assez flagrants. Là, tu vois, dans cette page-là, c'est écrit, mais comment a-t-elle réussi à faire ça? Alors des fois, tu as des trucs qui sont inversés, tu vois, là et là, tu vas le voir. Mais ce qui va être frappant, c'est de voir qu'on va te sortir quelque chose de totalement différent, par contre. Là où là, ça va être inversé, les mots, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est des météores, bon, c'est pas très grave. Par contre, là, on va te marquer, ils fendent l'air. Ça n'a rien à voir. Mais ça change pas grand-chose non plus. Il y a une page qui a été qui a été exposée plusieurs fois sur Twitter en disant « Oh, c'est un scandale, ça n'a pas été traduit comme l'auteur le voulait. » Ça change que dalle. C'est une connerie. Et là, pour le coup, il y a 30 ans d'écart dans les traductions, quoi. C'est comme pour Gum quand c'est sorti. Ouais, c'est pas ce que j'ai cru comprendre. Moi, j'ai cru si, le premier Kana, c'était moitié des années 90. Mais celle-là, elle a été changée. En fait, mais d'accord, mais c'est du français que tu lis, ça vient de sortir, donc la traduction, elle est... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, sur de la personne qui le remontait, c'était que sur l'édition japonaise, on voyait clairement qu'apparemment, il y avait 2 textes japonais différents, et là, on se retrouvait avec le même entre la Deluxe et la nouvelle édition, et que normalement, le texte aurait dû être quand même modifié. Il y a peut-être eu un couac dans certains fichiers de traduction. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait aussi des explications beaucoup plus sur son univers. Il expliquait beaucoup plus de choses sur les chevaliers, sur les enfants. De la Société Graal, etc. Comme ces explications sont pas mises à jour avec cette nouvelle édition, t'as juste le même texte qu'avant, en fait. J'ai l'impression d'avoir un texte un peu retouché comme pour les City Hunter. Retouché, mais pas trop, c'est vrai. Parce que je sais plus. Pour Kurumada, après, il faut voir un peu sa carrière aussi, c'est-à-dire que il a eu une carrière un peu en dents de scie, il a eu des gros succès que nous, comme Kojiro, etc., que nous on n'a pas connu à ce moment-là. Il est tombé, il avait plus grand-chose. Il a eu Senseiya qu'il a reboosté à fond, et sachant qu'avant il avait eu un énorme succès avec Rin Kakero. Il a eu Senseiya qu'il a boosté à fond, sauf que le manga a dû se précipiter un petit peu parce que c'était désuet par rapport à ce qu'il faisait. Il a eu quelques petits succès ou comme BTX, mais qui étaient quand même plus de niche. Et en fait, depuis les années 2000, Kurumada, il ne fait que reprendre ses vieux succès. Il a fait la suite de Rin Kakero, qui était son premier succès, avec une bonne vingtaine de volumes. Il a repris Senseiya avec la suite, donc Next Dimension, qui du coup se passe dans la dernière guerre sainte, mais qui reprend aussi toute que devient Seiya après Hades. Et maintenant, il a aussi repris sa série qui avait été arrêtée à l'époque à bout de 3 volumes, je sais plus comment elle s'appelle. C'était j'essaie de le revoir. C'était Otoko Zaka, qui était une série de voyous qu'on avait arrêté précipitamment parce que ça marchait pas. Et là, il a repris et il a fait je sais pas combien de volumes. Donc en fait, il est dans un trip de reprendre ses vieilles séries. Il a fait les Senseiya, les chapitres bonus, et là il a annoncé qu'il allait faire Hades. Non, voilà, c'est ça. Il a annoncé une suite, mais qui ne sera peut-être pas dessinée par lui, parce que pour son état de santé, effectivement. Donc il y a vraiment une suite. Moi, je préférais Zeus, mais bon. Oui, c'est Zeus, ouais, c'est. Non, c'est Hades. Non, c'est Hades. Non, c'est Zeus qui fait. C'est Zeus. Je me suis trompé. Ah bon? Parce que Hades, il est vaincu, donc. C'est le dernier arc Hades. Et là, maintenant, c'est Zeus, ce qu'on attend depuis des années. Sachant que lui, Senseiya, il avait prévu de faire Uranos et Gaïa, donc les dieux originaux. Donc, il avait prévu d'aller très loin dans son délire. Et là, aujourd'hui, il a annoncé Zeus. Donc, en fait, depuis 20 ans, il ne fait que reprendre ces vieilles licences, enfin ces licences qui ont cartonné, parce qu'il sait que ça marche et que c'est plus facile de reprendre une licence qui est déjà établie que faire un nouveau truc.
Et je pense que ces chapitres, ils sont maladroits, en fait. Ils sont juste maladroits, c'est-à-dire que... Là, c'est pas mal ce qu'ils vont proposer, parce qu'il va peut-être pas dessiner lui, mais ça va être, je crois, la dessinatrice de Sanshio, qui est pas mal au niveau dessinatrice, qui est pas trop, moi, j'aime pas trop ce que faisait Lost Canvas. Je trouve que Sanshio proposait quelque chose de graphique beaucoup plus intéressant. Donc, je pense qu'il va être aidé par plusieurs mains. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant s'il reste au scénario, s'il reste avec son spirit, Saint Seiya, tu vois, avec son Spiritallium, je trouve que ça n'a jamais été, pour moi, ça n'a jamais été reproduit comme j'aime lire avec lui, en fait. C'est ce qu'il a fait avec Kojiro. Ça conforte l'hypothèse d'Ed, là, de dire que depuis 20 ans, il surfe sur ses succès. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'il préserve peut-être d'autres éditions pour après, quoi. Alors, grosso modo, est-ce que celle d'avant ou celle de la Perfect, franchement, c'est à vous de faire votre choix, ce que vous préférez. Il y a des gens qui préfèrent grand format. Moi, je préfère grand format, mais j'ai pris plaisir à lire le petit format. Je pense que je la continuerai en numérique, par exemple, pour découvrir s'il y a des choses niveau, mais je la rachèterai pas en physique, par exemple. Mais pour ceux qui n'ont pas la Perfect, je trouve que c'est un très bon compromis quand même. Juste que ça gâche l'intrigue du début. Donc, il y a des choix à faire qui sont assez étranges. Donc, c'est à vous de voir. Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est vrai que c'est compliqué de lui vendre une série où tu dis tu vas te faire gâcher le premier arc de la série. Enfin, gâcher. Tu vas avoir vraiment une surprise. Tu vas avoir une surprise. Quoi. Je suis pas certain que ce soit fait pour des nouveaux arrivants. De mon point de vue, le truc, il est simple. Si tu veux kiffer en voyant Senseiya, les gens c'est de nos âges, bah tu regardes l'animé, tu te fais kiffer avec la voix d'Éric Legrand en Seiya, et voilà quoi. Tu prends de la nostalgie. Ouais, de ce que j'ai vu avec le marathon, où chaque fois on lisait 4 volumes par mois, clairement, il y en a beaucoup qui ont décroché. Clairement, il y en a beaucoup, c'était la lecture est dure, parce que voilà, ça vieillit aujourd'hui le manga, et c'est très difficile pour les nouveaux lecteurs de lire ça, parce que finalement c'est un peu mou, c'est pas, nous on a ce côté un peu nostalgie, et même moi en relisant là, les 28 volumes, c'est vrai qu'à la fin, bon, j'avais un peu que ça finisse quand même. Je dirais pas que c'est mou. En fait, c'est redondant peut-être, mais pas mou, quoi. Non, en fait, c'est dans la manière de faire les combats. Si tu veux, c'est toujours pareil. C'est juste, je lève la main, il y a une double page, et ça y est, t'as fait ton attaque, et c'est tout le temps ça. C'est hyper répétitif. En même temps, une attaque marche jamais 2 fois sur le même chevalier, donc tu peux pas. Oui, ça, il la sort quand ça l'arrange. L'avantage d'un titre comme ça, c'est d'avoir un lectorat qui va vite pardonner en fait les lacunes que peut présenter un manga. Mais pas pour rien. Genre. Mais t'as raison, il y a beaucoup de lacunes et on pardonne, mais c'est pas pour rien. Parce que, alors je crois que les fans ils aiment bien parler du Spirit Kurumada, et c'est vrai, il est impressionnant. Ouais, et je vais en parler juste après de Kojiro, il y a quelque chose à dire là-dessus. Mais l'animé et la bande-son participent beaucoup. Pour moi, surtout la bande-son. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que le relooking des armures aussi, mais au début, surtout pour les jouets et tout ça, mais je pense que c'est surtout la bande-son en vérité qui change tout, parce que tu regardes maintenant l'animé, il a pris un coup dans la gueule aussi, hein, au niveau de l'animation, même s'il était incroyable à l'époque, il a pris un coup à la gueule, hein. Donc ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment. Ouais, mais tu te prendras ton shoot de nostalgie. Mais tu l'as avec le manga. Ouais, aussi. Il y a des choses nouveaux qui t'apportent. T'as un rapport gore qui est différent, au choc qui est différent, à la dureté des relations entre les personnages qui est différent, qui fait très vintage, qu'on retrouve beaucoup, par exemple, Ishinomori, par exemple, dans l'animé avec les marches quand il court, il y a un peu match avec Tsubasa quand même. Bien sûr. Mais moi, je cautionne pas les gens qui gazent Tsubasa alors que ça vous a bercé votre enfance. Vous avez pas le droit de faire ça, vous êtes des traîtres. Non. Des traîtres. Je vous embête encore un tout petit peu pour vous parler de Kojiro. Alors, je vous l'ai dit, il est un peu cher, 32 €, mais je peux vous dire qu'il vaut le coup. J'ai adoré. Ouais. J'ai lu ça pendant mes vacances. Je suis parti à La Rochelle 2 jours. J'ai lu ça en une soirée tellement. Alors que ces trucs-là, on se dit on va le lire en plusieurs fois. Et je l'ai lu direct. C'est sorti en 82, après Rin no Kakero et avant Saint Seiya. Je crois qu'il y aura 3 tomes qui vont sortir comme ça, plus ou moins gros. On verra bien. Shinaban. Donc ceux qui aiment les petites éditions, voilà. Mais alors là, je comprends pas là, parce que moi j'ai vu qu'il n'était pas encore sorti. Hein, je comprends pas. Si, il est sorti. Si, parce qu'en fait, à la version, je me suis forcé. Voilà, je suis tombé sur celle-là vraiment par hasard. Jérôme Alquier. Non, en fait, ils ont d'abord pas du tout. Non, mais ils ont d'abord sorti cette version à très peu d'exemplaires, genre 150 exemplaires, et ensuite ils vont sortir la version normale pour ceux qui voulaient pas cette collector là. Mais
Mais celle-ci, elle est réversible en fait, la jaquette. Ah, tu l'as avec. D'accord, elle est réversible, ok, parce que je comprenais pas là. Ce qui est un peu chiant parce que quand tu renverses une jaquette, tu l'abîmes toujours un petit peu, pour dire la vérité. Ouais, surtout si tu veux l'ajuster. Donc, tout de suite, on va parler du confort de lecture. Je vais sauter une étape, mais pendant qu'on y est, j'ai renversé la jaquette pour avoir le confort de visionnage. Et c'est vrai que j'ai eu aucun souci à la lecture de ce gros tome. J'ai lu ça, mais facilement dans la prise en main. Le seul souci, c'est vu qu'elle n'est pas ajustée comme il faut. C'est un peu chiant. Et moi, je fais partie de cette race de lecteurs qui déteste, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi, retirer les jaquettes quand je lis. Quand je le fais, c'est vraiment que ça nage trop. Et ça m'énerve. Moi, je l'enlève tout le temps, moi. Moi, je l'enlève tout le temps aussi. Je sais, je suis. Moi, je l'enlève, comme ça, au moins, ça glisse pas, en fait. Je suis tranquille. Ah, moi, je fais. Et au moins, il n'y a pas de traces de doigts sur la couverture. Mais en plus, moi, j'ai pas les traces de doigts sur la couverture, tu vois. Il y a sur la couverture, mais je m'en fous, en fait. Je la verrai jamais. Comme Badass, je la retire jamais, la jaquette. Ah non, c'est piège. Et comme Badass, tu dis tome. Elle parle français peut-être? Oui, tome. Tome de Savoie. Donc c'est sorti le 24 octobre donc 2024. Ce que je dis, au Japon, cette édition-là, elle est sortie en 2019, donc c'est assez récent, l'air de rien. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est un gros bébé, hein. Ça fait plus de 700 pages, je crois que c'est quoi? Ouais, même plus que 750 presque. Ouais, 750 pages. Je vous dis ça, j'ai vu. On peut clairement dire que c'est du vintage. Il faut lui donner des lettres de noblage. C'est pas un vieux shonen. Il faut le mettre dans la catégorie des grands noms pour moi, même si lui s'estime pas être un mangaka. C'est une catégorie vintage. Il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Si tu le mets à côté d'Ashitenjo, pas en termes de puissance dans l'industrie du manga, mais en termes de collection. Ça va avec toutes les collections Kana, Sensei, tout ça. C'est exactement ça. Sauf que cette fois-ci, t'es sur un manga qu'on ne qualifierait pas de manga d'auteur. Parce que, voilà. Mais ça reste ce que c'est pour moi. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et je vais vous montrer un truc qui m'a fait kiffer à ma lecture. C'est dû à l'édition, hein. C'est que ça reprend, en fait, alors je sais pas d'où est cette édition, si c'est repris des comic stores, là, je sais plus comment ils appellent ça, des librairies ouvertes 24 heures sur 24. Et en fait, ils te reprennent les pages. Alors déjà, il y a des super pages couleurs. Ils te reprennent, en fait, les annonces. Ça te dit du divertissement à l'état pur. C'est le manga façon Kuromada, tatati, tatata. Ils te relancent, donc t'as des super pages couleurs. C'est bizarre. C'est génial, en fait, de chapitre en chapitre, t'as à chaque fois ces trucs-là, je te jure, c'est un kiff, t'as l'impression d'y être, tu reviens, donc le truc c'est fini, ils te refont des rappels, Kojiro du clan Fuma, comme je l'avais ressenti, le style Kuromada à son paroxysme, il se déplace à la vitesse, c'est kiffant ce côté un petit peu. Ouais, c'est bizarre. C'est un kiff, je veux dire, je les remercie d'avoir pris cette édition-là, d'avoir fait ça comme ça, d'avoir traduit ces trucs-là. C'est un kiff, j'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression de voyager dans le temps. C'est génial vis-à-vis de ça. Et puis, vous pouvez voir la définition. J'en ai pas parlé tout à l'heure sur celui de Kana, mais je sais pas si vous avez l'habitude. Moi, les Kana, maintenant, je les numérise. Je les achète en numérique. Je ne les achète plus. Là, j'ai fait une exception parce qu'il y a toujours du bavage d'encre. Il y a zéro bavage d'encre. Tout est nickel l'impression, alors que Kana, t'as toujours une page qui est un peu, t'as de l'encre qui a bavé. Il y a au moins 4-5 pages sur mon tome de Senseiya Final Edition qui est comme ça. Et puis voilà. Et puis t'as un kiff là. Tu te retrouves avec le style de Ring Nikakero, sauf que là, ça se prend au sérieux. C'est un truc, tu fais des attaques secrètes en tant que ninja. Et à la lecture de ça, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais putain de mangaka de Naruto. Vous n'allez pas me dire que c'est pas inspiré de Kojiro, t'as les attaques, les trucs comme ça. J'ai pensé à Naruto presque tout du long lorsqu'il y a des bastons avec les attaques. J'ai pensé à Naruto. Et je me suis dit, c'est pas la première fois que je pense à Kuramada quand je lis du Naruto. Ça m'avait fait la même chose lorsque j'avais suivi l'arc, tu sais, où il y a Sasuke qui est enfermé dans son urne et qui le course par la porte. Là, on dirait, c'est l'arc du sanctuaire. Allez, je m'occupe de lui, va en avant, je m'occupe du reste. C'est la même chose. Et là, je me suis dit, mais putain, l'inspiration, elle est puisée là-dedans, et avec le côté un peu, tu vois, les uniformes, les machins, j'ai adoré le style Kojiro. Je sais que Capsule Manga l'a lu en scan. Je sais pas si ça fait le même effet de lire en scan que lire dans une version comme ça. Je serais curieux d'avoir ton ressenti. Ouais.
Déjà, là, sur le truc où ils ont repris les pages du magazine prépublication et tout, je trouve ça génial. C'est-à-dire que de retrouver la sensation de comment c'était prépublié à l'époque. Et je trouve bizarre que, justement, les Japonais poussent pas des versions comme ça. Tu vois, imagine demain, ils te ressortent Dragon Ball, mais avec les pages où chaque semaine, ils te disent Sangoku, machin, va s'en sortir. Enfin, tu vois, avec les pubs et tout, je trouve ça génial, en fait. Parce que tu aurais l'impression de relire le Dragon Ball, c'est comme les Japonais l'ont découvert. Et ça, c'est étonnant qu'ils ne développent pas ce genre d'édition. Ça, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais j'en parlais en off. Oui, mais là, il y a une mine d'or, en fait. Parce que combien de séries tu auras envie de découvrir comme ça? Parce que c'est justement, c'est kiffant. C'est le côté kiffant de retrouver le magazine. Moi, je l'ai lu, alors du coup, dans ce que j'ai lu, parce qu'en fait, Kurumada, il faut savoir que tout est traduit en français par les femmes, quasiment. Et du coup, quand je l'ai lu, j'avais pas le chapitre bonus que tu as en tout début, parce que le premier chapitre, c'est un chapitre de 80 pages, un truc comme ça, c'est bonus, c'est nouveau aussi. Voilà, il a rajouté. Et quand je l'ai lu, Kojiro, c'est une bonne lecture en soi, mais j'ai retrouvé le proto Senseiya, si tu veux. Tu sais, si tu le prends comme ça. C'est bon. Ah ouais. Voilà. Et en fait, d'où j'avais commencé à lire Rin Kakero par curiosité. Et en fait, en réalité, c'est le contraire. C'est plutôt le résultat de Rin Kakero, où il a commencé à mettre en place dans son manga de boxe tous ses combats avec ses doubles pages et compagnie. Et là, il a fait dans le côté voyou, côté ninja, etc. Et le manga en soi, j'ai même préféré la deuxième partie du truc, parce que dans le premier, on va dire, il est en train de poser les clans, enfin voilà, mais tu sens qu'il sait pas trop où il va en fait, il a pas bien construit son histoire et tout, alors que dans la deuxième partie, ça part vraiment dans, t'as des sabres sacrés, et je trouve que ça, c'est la classe, c'est typiquement le genre de truc. Ça se disait déjà sur les OAV, effectivement, il y avait le même ressenti, ouais. Et tu vois, c'est le genre de truc, ça sortirait aujourd'hui en étant avec une narration actuelle, des sabres à la Japan Expo. Du coup, ça se vendrait tout seul, clairement. C'est Japan Expo, pas la Japan Expo. Ouais, copyright. Et du coup, je trouvais ça très cool. Le seul défaut, alors il y a plusieurs défauts à Kojiro. Il y a une sorte de kiff, effectivement, quand tu lis ce kiff à la Kurumada c'est le neketsu, c'est-à-dire le mot neketsu, vraiment là, il prend tout son sens. Tu vois, les mecs, ils sont chauds bouillants, quoi. Tu vois, ils sont là, ils ont envie de combattre, donc ils représentent au mieux le neketsu par ses termes d'origine. C'est que déjà, bon, il faut savoir qu'il y a une fin qui est un petit peu précipitée, parce que à l'époque, le père de Kurumada avait des problèmes de santé, et donc il était plus en capacité de gérer les deux, et donc ce qui fait qu'il a dû mettre un terme à son manga. Donc on a quand même une fin un petit peu précipitée. Mais le vrai défaut de Kurumada, c'est le problème, c'est les personnages. C'est-à-dire que quand tu es dans un Senseiya, ils ont tous des armures, tu peux tous les identifier parfaitement. Alors que là, ils ont tous le même blazer, ils ont tous la même tête, c'est juste des swap colors de cheveux, et au bout d'un moment, tu ne sais plus qui est qui. Et l'effet Kurumada qui... C'est pas vrai, parce qu'ils meurent tous. Donc tu élimines un petit peu, tu purges. Et l'effet Kurumada, tu sais qui est, je te montre pas le visage et tout, puis après je te le montre. Je veux dire, mais je m'en fous, je sais déjà à quoi il ressemble. C'est comme quand t'as Iki et Yoga qui sont attendus dans le Galaxy Noir dans Senseiya, et avec leurs ombres, il fait ça tout le temps dans Kojiro, c'est génial. La première fois ça marche, mais après ça marche moins. Enfin, je sais plus. Il y a un truc comme ça. Et tu te perds un peu dans les personnages, et ça manque parce que Kurumada, il reprend le Star System de Tezuka, en fait. C'est juste que ce système de prendre un personnage et de diviser dans plusieurs mangas. La seule chose, c'est pour ça que tous les personnages se ressemblent chez Kurumada, la seule chose, c'est qu'il va un peu trop à l'extrême. Il a 5 personnages et puis il tourne autour, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai préféré la deuxième partie, même si elle est plus abrupte. Et la première était très sympa, mais tu vois, là aujourd'hui, je l'ai lu comme ça et ça me suffit amplement. J'ai pas envie de la collectionner. Même si c'est très sympa à lire. Par contre, je pense que le bouquin s'adresse surtout aux fans de Kurumada. Je pense pas qu'un lecteur de maintenant kiffe plus que ça la lecture. Je pense qu'il aura le syndrome Senseiya de ouais, c'est sympa, mais
voilà, les combats, tout ça, ça me passionne pas. Ouais, je pense vraiment que quelqu'un de curieux peut y trouver autant d'intérêt que quelqu'un qui va essayer de découvrir du Shinomori avec, je sais pas, le voyage de Ryu, par exemple. Je pense qu'il peut retrouver autant de bienfaits là-dedans. Le voyage de Ryu a autant de défauts, hein, au niveau des personnages, au niveau du côté suranné. Je te fous des baffes dans la gueule d'une fille. Il y a plein de choses qui sont surannées dans les Shinomori et qui passent bien en vintage. Et je pense que c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas encore fait ce cap, vu que c'est un shonen, de le placer comme une œuvre avec des lettres de noblesse. Pas encore pour l'instant. Un nouveau lecteur voudra jamais, quand il va voir le gros pavé, c'est un tome triple, non? Oui, c'est ça. Ouais. Qui va vouloir lire un tome triple, découvrir un tome triple? Il y a des gens curieux. C'est pour la collection. Ouais, c'est pour des gens, déjà, pour mettre 30 €, déjà, il faut avoir envie, déjà. C'est une évidence. Et s'il est là, c'est pour tu sais ce que tu vas acheter et si tu veux l'acheter. Et tu veux le posséder. Si tu veux pas mettre 30 €, on ne lit pas un tome triple. Alors après, ça va être quand même majoritairement des Kurumada fans qui vont l'acheter. Hein. Ça va pas. Il va y avoir des gens qui vont. Oh, c'est beau, ça a l'air joli. Je pense que tu peux essayer sans être fan, mais il faut que tu aies quand même un portefeuille qui te permet d'être curieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, le problème, c'est que ce manga-là, il a le cul entre deux chaises, entre guillemets. C'est-à-dire que à la fois, si Naban le sortait en volume simple pour avoir un prix accessible, le problème, c'est que les gens risquent d'acheter le premier, de pas acheter la suite, et ça serait un bide, et ça serait très compliqué. Et pour que ce soit viable économiquement, il doit sortir un pavé. Mais du coup, ça demande à sortir 30 € au lecteur. Et là, il faut arriver à soit que Naban offre, genre, un chapitre gratuit, tu vois, qui peut permettre de découvrir la série et donner envie d'acheter le pavé. Mais c'est sûr qu'un lecteur de maintenant, avec toutes les nouveautés qu'il y a, il aura peut-être du mal à se dire, waouh, le ticket d'entrée, c'est 30 €, est-ce que je vais y aller? Surtout quand on sait que une grande majorité des lecteurs de manga, ils sont assez jeunes, c'est encore des étudiants ou des jeunes travailleurs, et qu'ils n'ont pas de thunes. Tu vois, il y a tout le système D pour essayer d'acheter des mangas. Et là, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que maintenant, la grande majorité des acheteurs, c'est pas eux. Eux, c'est ceux qui achètent One Piece. Eux, c'est ceux qui achètent One Piece, c'est Naruto encore. Je pense pas que ce soit les étudiants, ils ont autre chose à faire, ils vont aller boire, ils vont acheter des pompes. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, mais combien... J'ai pas fait d'études, mais je suis pas d'accord avec ça. Je crois pas. Je connais pas les chiffres, je sais pas quel chiffre de vente il y a, puis de toute façon, ils viennent de sortir et tout. Là, sur Manga Collect, ils ont fait 105... Il y a 150 personnes qui l'ont ajouté. Donc il y a 150 personnes, et ça c'est un manga qui potentiellement Manga Collect sera assez proche, je pense, de la réalité, puisque ceux qui vont l'acheter, il y a peut-être des chances que ce soit plus des. C'est pas le fan d'animé, tu vois. J'aurais dit x3 quand même, hein, faut pas exagérer. Tu penses? Ouais. On peut entre le doubler et le tripler le. Si atteint les 500, on est content, j'ai envie de dire. Ok, on verra dans quelques temps. De toute façon, dans un mois, tu vas vite voir combien il y aura. On verra en GFK s'il atteint les 500 de toute façon. Oui. Mais on verra de toute façon. Ta version Badass, elle est sortie en combien d'exemplaires, on sait? Alors, je crois qu'elle est sortie en 150 exemplaires ou tout comme ça. Bah, du coup, on peut pas faire mieux sur Manga Collect, quoi. Ouais. 150. Oui, puis peut-être que beaucoup attendent comme moi. Moi, je voulais celle-là, je voulais pas la réversible. Non, mais s'il y en avait 150 de dispo, de toute façon, il y en a 150 sur Manga Collect, ça fait 100% en fait. Ils l'ont tous acheté. Ouais. Donc avec couverture réversible, couverture. J'ai pas cherché plus loin, tu vois. Après, qui a fait chapitre... Senseiya en français. Voilà. Oui, c'est vrai. Le chapitre gratuit qu'ils mettent sur leur site, il est prenant, hein, tu as envie de lire. Et en plus, tu as de la nudité dedans. À un moment, il s'est fait plaisir. Elle est pas mal en plus. Hein. Bien dessiné. Hein. J'ai mis Kurumada dessiné. La gueule de Saori Kido avec ses yeux de poisson mort à poil. J'avoue que ça donne pas loin, c'est pas loin. Non, mais elle était mignonne. 1000 exemplaires, dit Emmanuel F. 1000, ça me paraît beaucoup. Non, je me suis trompé, pardon, désolé, j'ai dit une connerie. À 150, c'est quand même un micro tirage. Hein, ouais, mais je m'attendais. Oui, c'est pour ça que ça me surprenait, mais j'avais cru voir ça, donc c'est 1000 exemplaires. 1000, c'est beaucoup. 1000, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont fait moins de 20%. Ils ont fait 20%. Bah, pour un premier tirage, hein, c'est juste une sorte de pré-tirage. Mais un pré-tirage à 32 € d'une série des années 80 à 1000 exemplaires. Bah, je sais pas comment on peut appeler ça, vu que c'est une sorte d'édition, on va dire, alternative qui sort après, avant la regardez les livres de Kamimura, tous les titres Sensei de Kana, ça doit pas être non plus un truc de ouf non plus, hein, faut pas exagérer. Non, c'est pas des grosses ventes non plus. Mais après, je pense qu'il faut s'attendre que le marché il aille vers là, c'est-à-dire des éditions triples comme ça, c'est-à-dire que tous les titres un peu anciens et tout, ça ira vers des éditions comme ça. Parce que économiquement,
c'est autant viable pour le lecteur que pour l'éditeur. Et éditions comme ça, elles sont très souples en fait. Elles sont très souples et très agréables à lire. Très agréable à lire, je m'y attendais pas. Je pensais être un truc pénible comme le Golgo 13. Non, c'est beaucoup mieux que Golgo 13. Ouais. Par rapport à Tom Trip, j'y vais même pas. Et moi aussi, j'irais pas pour, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, Rainbow. J'irais pas au quadruple même, j'irais pas. Mais là, franchement, ça passe super bien. En plus, les Rainbow, je les ai. C'est des petits tomes, ce qui fait que ça devient super dur à tenir en main. Là, le format a l'air assez grand. C'est comme Tu sacralises une lecture comme ça, tu te poses pour le lire. T'as pas forcément besoin de le mettre sur ton bide ou sur une table. Mais les Lone Wolf, je les ai lus comme ça. Hein. Je les ai lus à plat sur mon bureau parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où le lire en fait. Ouais, mais clairement, tu vas pas lire, par exemple, le Kojiro dans le métro. Dans le métro, on est d'accord. Je suis d'accord. Tu vas te mettre sur ton fauteuil et tu vas le lire tranquillement. Je suis d'accord. Tu verras où tu t'arrêtes. Après, voilà, moi je trouve que ça reste une bonne lecture. C'est un bon produit de son époque, Kojiro. C'est ça qu'il faut le voir comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de le lire comme si tu lisais un manga de maintenant avec une action survoltée comme aujourd'hui. Mais si tu te remets un peu dans l'époque, c'est un très bon exemple de qu'est-ce que les gens ont kiffé à l'époque et Kojiro le représente bien. Et puis même quand tu revois ces petites plages de prépublication qui te revendent Kurumada qui te sort le truc du siècle et Kurumada qui continue, c'est génial, ça vous replonge dans quelque chose mais qu'on n'a même pas connu en vérité, mais comme si on l'avait connu. Quand tu le montres, c'est bizarre, mais je pense que c'est le fait d'être dans le bouquin. Je pense que je vais dire ah ouais, je vais kiffer. Mais là tu sais, quand tu le racontes, je fais ouais, c'est étrange, je suis pas habitué, mais Non, mais en fait, le fait qu'ils aient sorti cette édition avec le côté Shonen Jump, je pense que justement, c'était dedans. Parce que tu retrouves comme si tu avais 14 ans, tu lis ça chaque semaine et tu es en mode oh putain, t'es pris. Parce que nous, on l'a pas ça dans nos éditions à nous, mais il y a plein de pages ou de textes supplémentaires qui rajoutent pour que tu rachètes le livre suivant la semaine prochaine. Et tout ça, ils l'ont enlevé et là, ils l'ont gardé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool comme idée, quoi. Enfin, comme édition. Il en pense quoi, l'Authentique ? Je crois qu'il est mort. Il est éteint, là. Là, il est... Alors, il en pense quoi, l'Authentique ? Non, mais il en pense quoi de quoi ? De ce gros tome trip fait par un éditeur qui, rappelons-le, peut avoir certains détracteurs par rapport à certains moves qu'ils ont fait au départ. De quoi ? Bah écoute, ils ont peut-être par 17 ans ils chroniquent du mal, je pense, mais non, mais écoute, ils ont fait ça. Ah bon, je sais pas. J'ai vu Old Boy arriver, à la limite presque que je regrette que Old Boy soit pas dans un format similaire. Il y avait Venus Wars là qui je regrette que t'es Venus Wars et Kojiro qui sortent quasiment en même temps parce que du coup ça fait 60 balles en fait quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça fait un peu mal, tu vois. Et sinon je trouve ça cool et je pense qu'effectivement vu que ce sont des mangas qui sont quand même bien anciens, ça s'adresse pas tout à fait à un nouveau public de 15-20 ans. Je suis d'accord avec Badass, c'est pas quand on est étudiant qu'on achète de toute façon ce genre de titre, à la limite, c'est même peut-être la période de la vie où on en achète le moins. Et c'est cool, je trouve ça cool moi d'avoir des titres comme ça. Parce que quand t'aimes les Chevaliers du Zodiaque, quand tu regardais, alors Saint Seiya, on va dire Saint Seiya, mais quand tu regardais le dessin animé, à un moment t'as vite, enfin je sais pas pour vous, mais on voyait vite qu'il y avait ces titres-là qui existaient et t'avais envie d'y aller quoi. Ouais, mais c'était pas accessible. La final édition de Kana, ça a été dit et redit qu'elle n'a pas fonctionné. Et donc du coup, mais sachant que la perfecte. Ouais, la perfecte, pardon. Oui, excuse-moi. La perfecte. La perfecte n'a pas fonctionné. Alors avec que le temps, en fait. Avec le temps, finalement, elle a trouvé, mais sur 10 ans, quoi, oui, mais c'est ça le problème. Voilà, non, mais sur 10 ans. Et donc, pour une licence aussi forte en France, c'est étonnant que la Deluxe, du coup, n'ait pas fonctionné, ou du moins, elle a fonctionné vraiment sur le long terme. Et est-ce que ça va être le même sort? C'est-à-dire que finalement, est-ce que Kojiro va s'adresser aux fans hardcore Kurumada et quelques fans hardcore Senseiya, et que finalement, tu vois, quand moi j'ai ma première édition, je suis resté sur ma première édition, peut-être qu'il y en a certains, ils vont même juste rester là tout court, quoi. Tu vois, c'est pas dit qu'ils vont aller jusqu'à Kojiro en disant bon, c'est sympa, mais est-ce que j'ai envie de dire ça, quoi. J'avoue que moi, je suis un peu comme toi. Je pense qu'il y a quelques fans de Kurumada qui vont le prendre, mais je vois difficilement
un jeune biberonné à MHA ou à Jujutsu sans être péjoratif. Ça oui, ça je suis allez là-dessus. Hein, je sais pas combien ils ont prévu de vendre. En fait, dans leur prévisionnel, combien ils ont envie de faire de ventes. Ça sort en France 20-25 ans trop tard. Voilà. Ouais. Et pour revenir à la Perfect Edition, là, j'avoue que là, je dis ça comme ça. Non, c'est la bonne période. Est-ce que pour la Perfect de Senseiya, elle n'est pas arrivée aussi trop tôt? Parce que j'ai l'impression que Senseiya, c'était une des premières éditions Perfect qu'on ait eu en France. On était peut-être pas encore habitués. Non, je sais pas, je dis ça. Je sais pas si Dragon Ball est déjà sorti. Non, il y en avait. Oui, mais il faisait partie des premières avec Dragon Ball. Je pense que si ça sort il y a 15 ans, je la regarde pas. Je suis pas assez vieux pour me retourner vers ces séries-là. Je pense qu'elles sortent maintenant, ça me paraît plus judicieux. Ouais, mais je comprends ce que tu dis, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'au début du live, il y a quelques heures, on parlait aussi du fait que le marché était saturé. Ah oui, ça. Ouais. Mais justement, c'est tout à fait le genre de titre qui m'interpelle plus que des nouveautés. Ouais. Parce que ça s'adresse à des gens qui connaissent l'auteur, qui sont fans et qui veulent aller un tout petit peu plus loin, donc pas au nouveau. Ouais. Oui, mais c'est quand même. Aujourd'hui, on est le public pour du Neketsu. On aimera parce que c'est l'auteur, pas. Enfin, tu vois. Ouais, c'est là que je voulais en venir par rapport au côté vintage. Oui, c'est du Neketsu, mais il a quelque chose d'historique. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Moi, juste pour voir la préhistoire de Senseiya, je suis curieux de le prendre. Toi. 2500 exemplaires, il y a un message de Matthews. 2500, c'est. Ça me paraît beaucoup quand même. Ça me paraît énorme, mais moi, je le vois pas. J'ai du mal à le croire. Moi, quitte à choisir, je vais prendre notre format. Il va être plus collector que celui-là. Ouais, mais tu vois ça, édition spéciale limitée à 2500 exemplaires. Non, mais vous la trouvez même plus sur la Fnac ou Amazon, donc ça me paraît étrange. Vous la trouvez plus sur les librairies. J'ai rien contre le style de Alki. Toi, le truc, c'est que autant sur un Senseiya, il n'y a pas de souci, j'ai grandi avec. Autant Kojiro, moi, j'ai pas vu l'animé, donc ça me parle pas. Cette couverture me parle pas en fait. Donc moi, c'est vrai que j'avais entrevu la VHS. Je vivre pas du tout. Ça avait quelque chose d'assez stylé à l'époque déjà. Plus que BTX. Mais Mangas, entre un truc tout blanc et une cover exclusive par un Français qui a fait du Senseiya, tu vois, c'est pas déconnant. Ah, mais je dis pas que c'est pas déconnant, mais moi ça me fait pas vibrer, donc j'attends l'édition normale. Surtout que le truc, c'est que de ce que j'ai cru voir sur le dos, l'édition normale, il y a une fresque qui se dessine avec les personnages principaux. Qu'on n'aura pas sur la version d'Alki, ce qui fait que, à moins qu'Alki fasse 3 couvertures. Non, tu confonds. C'est la Alki qui a ça, et dans la originale, t'as pas de. Ah bon? T'as pas de continuité. Non. C'est dans la Alki que t'as. Si, là, je veux les personnages là sur ta couverture. Oui, bah, c'est pas s'il n'y a pas de continuité. Non, si, il y a une continuité il y a une frise. Sur ton dos. Sur le dos. Non. Ah, tu veux dire comme ça, sur le dos. Oui, sur le dos, oui. Alors, dans les quantités, les 150, c'était effectivement les précommandes sur le site, comme quelqu'un a écrit sur le truc, et j'ai retrouvé l'info aussi. Mais 2500, ça me semble beaucoup. Hein. Je pense que c'est quand même moins. Donc, après, en fait, la couverture Alki, je pense qu'il faut le prendre comme un bonus. C'est juste ça. Voilà. Il faut pas le prendre plus. Et c'est sûr que si tu fais la première Alki et puis les deux autres, ça va faire un peu bizarre. Mais voilà, tu la retournes et puis tu as ta collection qui est propre. Ils ont fait un truc réversible, on peut pas leur reprocher. Quoi. Voilà, je ne reproche pas. Moi, en tout cas, je vais attendre. En plus, j'avais prévu de l'acheter au mois de novembre, donc je vais attendre la fin du mois pour le sortir. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Joy Polo. Par exemple, Rin Nikakero m'intéresse beaucoup moins. Pour ce que j'ai vu en animé, je trouve que la boxe torse nu correspond moins aux attaques que celle des ninjas ou celle des chevaliers Zodiac. Je sais pas si vous voyez la nuance. Je suis tout de même curieux. Mais j'irai pas acheter par contre 7 pavés de 700 pages. Hein. Là, c'est le genre de bouquin, si Canal sort avec un format numérique, je le prendrai en numérique, tu vois, mais pas en physique. Honnêtement, Rin Nikakero, il y a 25 volumes, moi j'ai dû en lire 6 ou 7. J'arrive plus à avancer parce qu'en fait c'est pas terrible. Et le truc, ouais, c'est très niais. Alors, les thèmes sont durs, mais c'est très niais. Et le truc, c'est que les attaques qu'il crée au fur et à mesure, justement, qu'on va retrouver dans le reste, je n'ai toujours pas vu une seule. C'est-à-dire que là, il n'a même pas commencé les tournois de boxe. Donc, en fait, c'est sortir ça en France, il n'y a personne. J'ai vu l'animé, là, j'ai l'impression de regarder Beyblade ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ça colle pas, en fait. Ce qui était innovant à l'époque, au Japon, du moins, ça colle pas comme ça colle avec les ninjas et comme ça colle avec les chevaliers de Zodiac. Enfin, à mon goût, de ce que j'ai vu.
Non, je suis d'accord. Kagero, faut voir. Ça vaut pas le coup de le lire, lui. Mais Kojiro, par contre, effectivement, tu veux un kiff du shonen des années 80, bien vénère et compagnie, c'est un excellent candidat. Enfin, il représente très très bien le shonen de cette époque. Donc en fait, c'est même à... Je vais pas dire, c'est la lecture coup de cœur, pas du tout, mais c'est une bonne lecture dans ce sens-là. Il faut se remettre dans le contexte et finalement on se dit ah putain les mecs ils kiffaient ça à l'époque et c'est prenant. Ça reste prenant. Moi je l'ai lu d'une traite en fait, enfin d'une traite. J'ai lu très rapidement. C'est un page turner en fait. Puis Kurumada, il y a pas 3 millions de textes, donc c'est un page turner et tu lis très vite la série.